La technologie est la force la plus puissante de notre époque. Elle peut être notre plus grande opportunité ou notre plus grand défi. Simple, Enoch et M. Guy Germain Baki, expert en cybersécurité. Il aura le temps de se présenter. Bienvenue dans Africast Tech, votre rendez-vous de technologie en Afrique. Bonjour M. Guy Germain. Bonjour M. Enoch. Je sais que vous êtes un personnage, mais comment vous vous définissez et comment vous décrivez pour nos auditeurs? Je suis M. Guy Germain Baki, passionné de cybersécurité. Certains voudront dire expert, je le prends. Je suis enseignant à l'université protestante au Congo, où j'enseigne essentiellement des matières autour de la cybersécurité. Et donc, en tant que conférencier aussi, j'aborde des questions de cyberespace, de cybersécurité, de cybercriminalité et de cyberconflictualité. Et donc, pour faire simple, je suis expert en cybersécurité. D'accord, merci. Donc, je veux dire cyber-personnage, parce que vous touchez à tout ce qui est cyber. Tout à fait. Alors, on va passer au vif du sujet, où on va poser la question de savoir clairement qu'est-ce qu'est la cybersécurité. Et donc, la cybersécurité, c'est tous les moyens organisationnels, juridiques, techniques et humains mis en place pour assurer la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité au sein d'un système d'information. Ce qui veut dire qu'il faut que les trois éléments du trio cyber ou les trois piliers de la cybersécurité soient respectés pour la cybersécurité pour que la cybersécurité soit effective au sein d'un système d'information. D'accord. Je crois que Simple a une contribution ou une question à te poser. Alors, Monsieur Germain Baki, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. On entend parler de cyberattaque, ransomware, phishing. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, une cyberattaque, c'est une attaque qui se passe sur le cyber, en fait, sur le cyberespace. C'est une attaque qui utilise comme vecteur un moyen numérique. Voilà pourquoi on ajoute le préfixe cyber sur une attaque. Et un ransomware, c'est un type d'attaque qui utilise un logiciel qui, lorsque installé sur votre système d'exploitation, prend en otage les données en vous affichant un message qui vous dit de payer une rançon. Donc, c'est ransomware. En français, on dit rançongiciel, donc un logiciel de rançon. Et le phishing, c'est une technique, en français, on dit hameçonnage. C'est une technique qui permet généralement de récupérer les données personnelles de la personne qui est attaquée. Donc, on vous envoie, par exemple, un formulaire qui ressemble à celui de votre banque ou de votre site de réseaux sociaux. Et avec un message d'ingénierie sociale, on vous demande de vous connecter. Et une fois connecté, vous cédez vos informations auprès de l'attaquant. C'est ça le phishing. Ok, merci. Ça fait beaucoup de termes techniques, des informations vraiment pratiques. Quand même. Mais concrètement, quels sont les enjeux de la cybersécurité, surtout ici en Afrique? Les enjeux de cybersécurité, d'une manière globale d'abord, c'est le respect de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité. Mais les questions autour de la cybersécurité sont des questions qui sont aussi discutées du point de vue local, parce que chaque État africain ou chaque région a ses réalités et ses menaces, en fait. Et donc, discuter de la cybersécurité pour un État, c'est de voir aussi les contextes locaux. Ça peut s'étendre jusqu'au contexte social et culturel, en fait, d'une société pour discuter des enjeux de cybersécurité. Mais d'une manière globale, ça se repose sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Et ces trois piliers peuvent se décliner sur tout ce qui touche le domaine cyber. Alors, est-ce que la cybersécurité est réservée que pour les professionnels et les institutions étatiques? Non, la cybersécurité, c'est une affaire de tous, en fait, parce que nous sommes tous des parties prenantes. Nous sommes tous des acteurs de la cybersécurité. Et d'ailleurs, dit-on, le cyberespace a un pouvoir égalisateur sur tous les acteurs. On a tous des responsabilités, chacun par rapport à son domaine d'activité, par rapport à son domaine d'exploitation, mais on est tous pareils au niveau du cyberespace. C'est ce qui fait que la cybersécurité, c'est une affaire de tout le monde. Enfants, vieux, professionnels, États, organisations, ONG et entreprises. D'accord. Et où réside le principal danger de l'identité numérique face aux cybermenaces qui sont le plus vulnérables?
Alors, en principe, concernant l'identité numérique, il est ici question de voir comment les individus laissent des traces sur Internet, sur leurs sites de connexion habituels et sur les sites qu'ils visitent. Vous allez vous rendre compte que quand vous visitez un site, on vous demande généralement d'accepter les cookies. Oui. Ces cookies-là renvoient des informations auprès du propriétaire du site qui se renseigne sur votre comportement numérique. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que là où vous cliquez souvent pour faire des likes? Qu'est-ce que vous achetez sur Internet? Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que soit sur Google, soit sur Facebook, vous avez de la publicité qui correspond, j'allais dire, à certaines recherches que vous venez de faire bien avant. Et alors, la menace est que il faut que les individus puissent prendre conscience de tout ce qu'ils cèdent comme information, généralement à caractère personnel, parce que c'est de là aussi que nous tirons notre identité numérique. Donc, il faut faire attention à ce que nous cédons, parce que ces données-là, généralement, tout ce que nous utilisons gratuitement sur Internet, en fait, nous ne sommes pas des clients, nous sommes des produits, parce que ce sont nos données qui sont vendues pour de la publicité et pour autre chose. Et donc, les menaces viendront de la façon dont nous nous comportons sur Internet, parce que toute visite qu'on fait sur Internet laisse des traces. Tout à fait. En tout cas, désormais, je ferai plus attention en acceptant n'importe comment des cookies ici et là. Tout à fait. Mais dites-nous, est-il possible de perdre le contrôle de son identité numérique? Alors, c'est possible à bien des égards. Je vous donnerai un exemple assez pratique. Votre login, votre adresse email et votre mot de passe vous permet d'avoir une identité numérique. C'est vraiment vu sous plusieurs angles. Si on prend cet exemple-là, et alors, lorsque vous êtes victime d'un phishing sur Facebook, par exemple, et que quelqu'un d'autre a votre identité, vos coordonnées, cette personne-ci, elle arrive à faire une publication sur votre compte, mais tout le monde considère que c'est vous qui avez fait cette publication-là. Oui. Et donc, le lien entre la vie réelle et la vie numérique ne tient qu'à un fil, en fait. Vous allez voir aujourd'hui, généralement en Occident, ce n'est pas vraiment notre cas ici dans la sous-région ou en Afrique, les enfants ou des individus se suicidaient parce qu'on s'est moqué d'eux sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut considérer... c'est la réponse que j'apporterai à votre question, si je peux dire. Alors, quelles sont les conséquences d'une attaque sur la vie privée ou la vie d'une entreprise? Alors, il faut savoir que si on prend le cas d'une entreprise, lorsqu'une entreprise est victime d'une cyberattaque, il y a principalement deux choses qui souffrent. Il y a les finances et la réputation qui est liée à l'identité. Donc, je prends deux entreprises concurrentes, A et B, qui offrent le même service. Et donc, si les données des clients de l'entreprise A se retrouvent sur Internet, mais ils peuvent se dire, écoutez, là-bas, on n'est pas sécurisé, on va aller chez l'autre. Donc, leur image est ternie. En même temps, les finances vont souffrir parce que les clients vont quitter l'entreprise. Et même dans d'autres cas, si vous êtes victime d'un ransomware, par exemple, lorsqu'on vous demande la rançon, vous payez, c'est de l'argent que vous perdez, en fait. Oui. Et beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ne communiquent pas lorsqu'elles sont victimes d'une cyberattaque. Sous d'autres cieux, il y a des contraintes comme ça, en France et tout ça. Donc, il y a des contraintes où on oblige aux entreprises de communiquer lorsqu'elles sont victimes de cyberattaques. Alors, il y a une façon de parler qui est très, très courante, c'est que je n'ai rien à cacher, je n'ai pas besoin de sécurité. Est-ce vrai? C'est pas vrai et c'est pas recommandable, en fait. Parce que en matière de cybersécurité, la question n'est pas de savoir si on est une victime. C'est quand on sera une victime. Parce qu'on est tous de potentielles victimes. Et donc, la cybersécurité aussi mieux fait dans la prévention. Tout à fait. La plupart des fois, quand une organisation ou une personne est victime d'une cyberattaque, vraiment venant des cybercriminels, ça peut faire 1 an que l'attaquant est dans votre système ou dans votre compte. Oui. Et il fait ce qu'il fait, il fait des messages aux gens, il supprime, ou il est dans votre réseau, il récolte les données, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut prendre en compte que nos données, aussi banales que ça a l'air devant nos yeux, sont des données qui sont déjà critiques. Il faut les protéger. Ça veut dire que même si on n'a rien à cacher, on a besoin de sécurité et ce n'est pas question d'être une victime, mais c'est question d'intégrité aussi. Exactement. Parce que les données, en fait, la cybersécurité, c'est 3 choses. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a accès à vos données, il y a un problème de confidentialité. Donc, c'est l'un des éléments du trio cyber qui est affecté. Alors, en parlant d'intégrité, qu'est-ce qu'est l'intégrité des données? L'intégrité des données, c'est
la capacité des données, en fait, de garder leurs attributs, en fait, tout au long de leur cycle de vie, en fait. Si je prends un exemple pratique, si j'envoie un mail à M. Enoch aujourd'hui, il faut que le mail tel qu'envoyé soit reçu exactement de la même manière, qu'il n'y ait pas de modification du contenu de ces données-là au cours du chemin, au cours du parcours, en fait. Et ça relève de l'intégrité. Alors, vous parlez de parcours de vie pour une donnée. Est-ce qu'une donnée a une durée de vie? Et quelle peut être la durée de vie d'une donnée? Alors, ça dépend de cas de figure, hein. Il n'y a pas un délai maximum, mais les données sont faites pour être récupérées, stockées, traitées. En plus, ensuite déclassées, en fait. Tout à fait. Tout est question de la politique, soit d'une organisation, entendez par organisation une entreprise ou autre chose. Tout est question de politique en interne, en fait. Parce que vous allez faire des backups ensuite et tout ça. Et la donnée, ça dit beaucoup de choses à la fois. Donc, si ça dit beaucoup de choses, c'est par rapport aussi à l'utilisation qu'on fait de tiers, donc une entreprise ou un individu. La donnée a une durée de vie, mais ça dépend aussi de la personne qui produit et qui traite et manipule ces données. Alors, une question. Hein. Aujourd'hui, l'âge requis pour créer un compte sur Facebook, c'est 13 ans. Ça veut dire que les mineurs sont aussi exposés à la cybersécurité. Et quelle est la cybersécurité pour les mineurs, justement? Alors, les enfants, tout comme les adultes, sont des parties prenantes de la question cyber. Ils doivent être traités avec des contenus adaptés à leur mental, à leur niveau de compréhension. Oui. Il faut leur déjà, parce que lorsque vous donnez à votre enfant un outil numérique, ça peut être une tablette, ce n'est pas l'enfant que vous connectez au monde, mais c'est le monde que vous connectez à l'enfant. Et donc, il est important, de la même façon que ça se fait avec les banques, où on vous donne une carte avec une certaine liste de choses à faire et à ne pas faire avec cette carte-là, en termes d'expression de vos données, c'est ce qu'il faut faire avec les enfants. Vous leur donnez une tablette, par exemple, vous leur dites ce site on ne visite pas, ou carrément vous faites le contrôle parental, ou carrément vous imposez au YouTube Kids, par exemple, pour que le contenu soit adapté à son âge, même à votre insu, en fait. Ah, d'accord. Donc, ainsi prend fin notre première partie de notre échange avec M. Guy-Germain Baki. On va bientôt entamer l'aspect de la cyberespace. Guy-Germain Baki, expert en cybersécurité, pentesteur, un des contributeurs à la stratégie nationale de cybersécurité, également auditeur au CHESD. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Alors, c'est sous vos multiples casquettes, en plus d'être consultant dans plusieurs entreprises, qu'on va plutôt parler cybersécurité étatique. Et pour entreprises, d'entrée de jeu, on se pose une question. Le monde physique, on en connaît les dimensions. Et au cours de vos précédentes participations dans des émissions et podcasts, vous avez évoqué un terme qui paraissait nouveau pour certains, qui est le cyberspace. Alors, le cyberspace a combien de dimensions? Alors, le cyberespace est vu sous 3 couches, en fait. 3 couches, 3 dimensions. C'est la couche physique, la couche logicielle et la couche informationnelle, appelée aussi couche sémantique ou couche cognitive. La 3e couche, elle est aussi appelée la couche basse ou la couche de la perception, de la manipulation et du sens de l'information. Et donc, pour bien étudier le cyberespace, il faut vraiment le voir sur ces 3 couches-là. Si vous me permettez, oui, je vais en donner quelques pistes et quelques définitions sur les éléments de ces 3 couches. Oui. La couche physique, donc la couche infrastructurelle, c'est une couche qui regorge toute l'infrastructure physique du cyberespace. Donc, ça dit que les câbles sous-marins, oui, les data centers des entreprises, et tout ce qui, même nos téléphones permettent, et nos laptops permettent l'extension du cyberespace. Et ça, c'est la couche physique. Yeah. Il y a des enjeux militaires, nationaux et tout ça. La couche logicielle, c'est la couche qui nous ramène des protocoles en fait, de communication, et pas seulement, mais les logiciels qu'on utilise au quotidien qui se connectent à Internet et qui nous permettent de manipuler le contenu que nous trouvons dans le cyberespace. Et ensuite, il y a la couche informationnelle, là où nous trouvons de l'information, en fait. Et cette information peut être enjeu de guerre, d'influence, et ainsi de suite. Donc, on vous entend parler, les cyberespaces est un espace grand, et je me dis, comment faire respecter la loi dans un espace aussi grand et sans frontières? Vous savez,
lorsque le cyberespace a été créé, vraiment du point de vue des utilisateurs du cyberespace ou des gens qui fréquentent le cyberespace, il avait été voulu sans frontières et un espace d'expression sans limite. Mais vous savez, les États ne vont pas laisser faire. Oui. Un État doit avoir la souveraineté sur un espace qu'il contrôle. Donc, du coup, on tendait dans le cyberespace la possibilité d'y trouver les frontières. Et ces frontières-là doivent être définies sur les 3 couches. Donc, peut-être dans un autre podcast, je pourrais expliquer comment définir la frontière dans la couche physique, comment définir la frontière dans la couche logicielle et comment faire en sorte qu'on puisse avoir une frontière au niveau de la couche informationnelle. Tout ça est possible. Et donc, tout ce que l'État peut faire, c'est de prendre des lois qui permettent, dans un premier temps, de reconnaître le cyberespace comme espace national, dans un premier temps. Oui. Et dès lors que c'est un espace national, l'État va avoir sa souveraineté dessus et avoir des lois, prendre des lois qui vont permettre cette régulation de cet espace aussi très compliqué de nature. D'accord. Déjà, on parle de cyberspace, un espace. Et vous l'avez d'ailleurs évoqué lors de votre passage au Orange Business Summit. Alors, en quoi consiste la 3e couche que vous avez soulevée d'entrée de jeu? Et s'il y a un espace et que je suis partie intégrante de cet espace, est-ce que je dois avoir une identité? Alors, justement, lors d'Orange Business Summit, Oui. j'ai répondu à une question qui me demandait qu'est-ce que l'État congolais va faire pour répondre à la guerre que nos voisins rwandais nous mènent au niveau de l'Est, la guerre de l'information, entre autres. Alors, je expliquais que la guerre de l'information se passe sur la 3e couche du cyberespace. Oui. Je vous ai dit, appelée couche informationnelle, sémantique ou cognitive, la couche de la perception et de la manipulation. Et donc, sur cette couche-là, chacun publie ce qu'il veut en attaquant l'autre. Donc, ça veut dire qu'en combat, comme vous savez, la désinformation par l'information. Et alors, j'expliquais quand même que pour qu'on en arrive à avoir une réponse assez efficiente concernant cette guerre de l'information, Oui. il faudra que l'État congolais puisse reconnaître officiellement le cyberespace comme territoire lui appartenant. Oui. Et on va appeler le cyberespace congolais. Mais j'expliquais aussi que parler de cyberguerre n'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est d'abord une volonté politique. Tout à fait. Peu importe ce que les militaires font, c'est une volonté politique. Et ensuite, la guerre sous-entend la violence et la mort des individus sur les champs de bataille. Oui. Il n'est pas encore question de cela concernant le cyberespace. Ce n'est pas impossible. Oui. Ça pourra arriver, mais pour l'instant, on parle de cyberconflictualité. Tout à fait. C'est ça que j'ai parlé. Et donc, sur la couche informationnelle, bien sûr qu'on peut avoir une identité, mais vous savez, le cyberespace apporte des enjeux d'anonymat, en fait, Oui. qui posent des problèmes au niveau de l'attribution et de l'imputation des auteurs de cyberattaques. D'accord. Et donc, c'est une question très épineuse qui est discutée dans plusieurs organisations qui traitent des questions des enjeux de cyberespace. Alors, quelles sont les implications d'un monde où tout est connecté dans un cyberespace? Alors, les implications sont telles que nous avons le sentiment qu'il n'y a pas de frontières. Lorsque nous cliquons, le contenu arrive, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Les implications sont telles que moi, j'aime bien voir la question de la cybersécurité du point de vue étatique. Pour toucher l'essence même des enjeux et des risques qu'un État peut avoir au niveau du cyberespace. Les enjeux sont tels que s'il n'y a pas de contrôle, au fait, Oui. dans un espace qui semble être très connecté, l'État va risquer de perdre le contrôle, au fait, de tout ce qui se véhicule. En fait, vous savez que le cyberespace, dans la couche physique, par exemple, Oui. pour vous parler quand même des enjeux au niveau du cyberespace, la couche physique, c'est les infrastructures. Si on parle de l'état de notre pays, vous allez vous rendre compte que la plupart des infrastructures qu'on peut considérer comme critiques sont des infrastructures qui appartiennent aux étrangers, Oui. aux multinationales, aux banques. Mais qu'est-ce que l'État doit faire parce que ces infras-là sont sur notre territoire? Oui. Et il faut un certain regard paternel en fait, sur ces infras. Il faut que l'État dise qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Donc, une sorte de norme Oui. pour assurer quand même une certaine sûreté pour la population qui sont bénéficiaires quand même de ces infras. Je disais, doit-on conquérir et définir un territoire dans la cyberspace? Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est que le cyberespace, en principe, ça nous a été légué au fait. Nous l'avons trouvé, nous ne l'avons pas créé. Nous avons fait une appropriation du cyberespace. Je vous ai dit tantôt que sur le cyberespace, il est possible de définir des territoires. En fait, la raison pour laquelle on doit définir des territoires, c'est pour que l'État puisse avoir une souveraineté dessus.
contrôler le contenu qui est véhiculé dans son cyberespace. Donc, je disais que l'infra-physique, par exemple, la couche physique est considérée comme la couche de souveraineté parce que là, on peut identifier physiquement l'emplacement de serveurs et même de câbles qui arrivent sur nos côtes, en fait. C'est pas très compliqué. C'est la couche logicielle et informationnelle. C'est là où il y a beaucoup de challenges, beaucoup de mécanismes qu'il faut faire et des questions qui sont posées pour savoir est-ce que le fait qu'un site ait l'extension .cd, c'est forcément un site congolais. Mais non, parce qu'un Français, un Chinois peut acheter sur Internet et tout ça. Ouais. Ce sont des enjeux comme ça qui imposent un peu le challenge au niveau du cyberespace. Mais un État doit imposer et doit définir des territoires sur son cyberespace. C'est très important. Restons dans le contexte de l'État et plus précisément de la RDC. Quel est l'état de lieu de la cybersécurité en RDC? Alors, l'état de la cybersécurité en RDC, c'est qu'en ce moment, il y a plusieurs initiatives un peu en termes de silos. Donc, les organisations se font au niveau des universités. Il y a des programmes de cybersécurité, il y a des formations, il y a des ateliers comme celui de Orange Business où la question de la cybersécurité est mise en avant. Il faut savoir, avant de parler de l'état de la cybersécurité en RDC, on ne peut pas discuter d'une transition numérique sans aborder les questions liées aux enjeux de cybersécurité et de cybercriminalité. Donc, dès lors qu'un État pense à devenir hyper connecté ou à faire migrer ses activités sur le numérique, il faut discuter des enjeux de cybersécurité. Et c'est l'état actuel du Congo, en fait, de notre pays. On veut numériser l'administration et tous les autres services. Et donc, la question de la cybersécurité doit être prise à bras le corps. C'est ce que l'État fait. En 2020, nous avions une loi des télécoms qui a été abrogée par une autre loi en 2022, d'ailleurs appelée loi de télécom, qui n'a parlé que très peu de questions de cybersécurité, de cybercriminalité et de la protection des données à caractère personnel. Mais depuis 2023, depuis le mois de mars 2023, nous avons le président de la République a signé l'ordonnance loi portant code du numérique qui, dans son livre 4, aborde la question de la cybersécurité, la cybercriminalité et des enjeux autour de données à caractère personnel. Ce qui démontre que l'État congolais est en train de prendre en compte cette question de cybersécurité. Et vous avez vu avec la conférence d'Orange, ça a été l'un des panels où il y avait beaucoup de personnes, en fait. Tout à fait. De 150 personnes. Et donc, comme c'est multi-acteurs, au niveau de l'État du Congo, on constate que l'État congolais, les privés aussi, et même dernièrement, j'étais invité dans un atelier avec les ONG. Donc, même les ONG, le secteur, comment on les appelle social. Le secteur public. Public, ok. Public, c'est l'État, privé, la société civile. Oui. Voilà, prend en compte les enjeux de cybersécurité. Donc, c'est une dynamique qui est déjà mise en place au niveau du Congo. Alors, vous avez parlé de l'infracritique précédemment. Et la question est de savoir, du moment qu'on est en période transitoire vers l'hyperconnexion, est-ce que la RDC a une infra à la hauteur de ses ambitions? En fait, là, il faut quand même se faire... Mais avant tout, on devrait d'abord définir c'est d'abord quoi une infracritique avant d'aborder la question de savoir si on a une infracritique à la hauteur de nos ambitions. Alors, une infracritique, c'est une infrastructure en principe qui est essentielle au fonctionnement de l'économie et de la société, en fait. C'est une infra qui, si elle est touchée par une cyberattaque, peut constituer une crise au niveau de l'État, au niveau des enjeux de sécurité, au niveau des enjeux militaires et même au niveau de l'économie. C'est ça une infracritique. Généralement liée à un organisme d'importance vitale. Alors, et maintenant qu'on connaît c'est quoi une infracritique, est-ce qu'on a une infra à la hauteur de nos ambitions? Alors, à cette question-là, je pourrais répondre sous deux volets, c'est-à-dire que nous avons des infras. Oui. Je suis sûr au niveau de la SNEL, au niveau de la Régie des eaux. Dès lors qu'on automatise le fonctionnement de la SNEL ou de la Régie des eaux, sûrement ils utilisent des SCADA. Oui. Donc ça dit que vu la nature des services fournis par la SNEL et la Régie des eaux, si leur infra repose sur le numérique, ce sont des infras critiques. Oui. Après, on doit maintenant faire le tour des infras ou des organismes d'importance vitale pour voir un peu quels sont les organismes qui ont les infras critiques et puis les lister. Par défaut, on peut lister les banques qui, je vous ai dit, appartiennent aux entités étrangères, mais qui sont sur le sol congolais. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une forme de regard paternaliste de l'État.
dessus. Les infractions sont là, il faut les répertorier très bien et puis voilà, savoir ce qu'il faut en faire ensuite. La stratégie nationale sur la cybersécurité, en quoi consiste-t-elle? La stratégie nationale de cybersécurité permet de donner la vision de l'État congolais sur les enjeux de cybersécurité nationale. Comment nous considérons toutes les menaces, les risques, et qu'est-ce que nous prévoyons de faire pour répondre à toutes ces menaces-là. Et quel genre de coopération nous voulons avec nos voisins dans la sous-région, au niveau international, et quelles sont les mesures qui doivent être mises en place pour répondre aux attaques. Non seulement se prévenir l'arrivée de ces attaques-là, mais ensuite répondre à ces attaques-là. Et donc, c'est une vision étatique venant d'une commission interministérielle. Donc, tous les ministères qui ont cette matière-là, dans leur traitement, on prend la défense, on prend le numérique, le pétentique, la primature, on prend les droits humains, on prend la justice. Et donc, ensemble, nous avons coécrit un document qui permet de donner la vision de l'État sur les enjeux de cybersécurité, en fait. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre podcast qui a été à la hauteur d'une masterclass. Nous disons un grand merci à notre intervenant, M. Mbaki, et on se dit à très bientôt. Restez connectés sur Africa's Tech.